Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer par des nouvelles de France, des nouvelles d'ordre économique et social. Et avec François Gaude, nous allons examiner 3 chapitres. Tout d'abord celui de la navigation aérienne, où des perturbations sont à craindre à partir de vendredi. Celui de la métallurgie, les négociations sur la mensualisation intéressent 1 500 000 travailleurs de la métallurgie. Et ces négociations se révèlent délicates. Enfin, la RATP, et là c'est une question qui se pose, où en est-on exactement, puisque cette nuit, François Gaude, on a annoncé une grève. 2 communiqués sont tombés sur les téléscripteurs. Que se passe-t-il? Oui, une fausse alerte à la grève, si je peux dire, a mis les salles de rédaction en émoi cette nuit. Hier à 23h20, il est à 23h20, un flash tombe sur les téléscripteurs, grève mercredi à l'appel de la CGT, de la CFDT, de FO et de la CFTC. Demain mercredi. Demain mercredi. Un quart d'heure plus tard environ, c'est le démenti. Entre-temps, entre les deux, j'ai téléphoné à la direction, j'ai téléphoné au syndicat et personne n'était au courant de ce mouvement de grève. Alors que s'est-il passé? Eh bien, ça peut être une mauvaise farce, c'est plus sûrement une sorte de provocation. En tout cas, je crois qu'on ne le saura jamais. Mais ce qui est certain, et c'est important pour les usagers parisiens, c'est de savoir que demain, les métros et les autobus rouleront normalement. Mais menace de grève, toujours pour la semaine prochaine. Alors, menace de vraie grève, si on peut dire, cette fois, pour la semaine prochaine. En fait, on sera fixé jeudi ou vendredi, puisque c'est jeudi ou vendredi que la direction et les syndicats doivent se rencontrer pour une ultime négociation. Vous savez que les points chauds de cette négociation sont les congés annuels et la grille des salaires. En fait, si la négociation échouait, il faudrait s'attendre cette fois-ci à de nouveaux arrêts de travail. Et que se passe-t-il alors dans les transports aériens? Eh bien, les menaces, vous en avez parlé tout à l'heure, sont des menaces importantes, d'autant plus importantes que le prochain week-end, c'est le premier week-end des grands départs en vacances. Première menace d'abord chez les techniciens des aiguilleurs du ciel. Ils parlent à nouveau d'observer une grève du zèle à partir de vendredi s'ils ne se mettent pas d'accord avec le ministère des Transports. Rencontre jeudi. La deuxième menace, c'est celle des pilotes et des navigants de la compagnie Air France. Ils ont, leur syndicat, déposé un préavis de grève pour samedi et dimanche. Ils réclament entre autres la réduction des heures de vol. Mais un accord va peut-être être réalisé, un accord de dernière heure cet après-midi. Rencontre entre la direction de la compagnie et le syndicat. Il y a un travail également dans les poudreries. Dans les poudreries, les 6000 salariés des 12 poudreries nationales sont appelés depuis ce matin à cesser le travail par tous les syndicats. Alors nous sommes privés de poudre à canon. Voilà, pour une durée indéterminée. Si vous voulez, Bernard Volcker, ce qui caractérise en quelque sorte la situation actuelle, la situation sociale actuelle, ce sont 2 courants. D'une part, d'un côté, on menace de faire grève, on fait grève, il y a des conflits, c'est quand même la preuve d'un mécontentement latent. De l'autre côté, on négocie. Par exemple, on a négocié la semaine dernière dans les industries chimiques, où on a conclu un accord sur la mensualisation. On négocie également, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans la métallurgie, où on va sans doute vers un accord prochain sur la mensualisation. On négocie au sommet, cette fois, entre le CNPF, c'est-à-dire le patronat français, et toutes les centrales syndicales sur la formation professionnelle. Et on ira sans doute vers un accord également. Bref, jamais on n'a tant négocié. Ce qu'il faudrait se demander, c'est pourquoi dans certains secteurs, on n'arrive pas à négocier. C'est ça. Eh bien, justement, on peut se demander pourquoi on n'arrive pas à négocier, mais en fait, il faut tout de même dire que toutes ces négociations sont difficiles, mais qu'elles sont nouvelles, parce qu'il y a 2-3 ans, on ne négociait pas à ce rythme-là. Pour terminer, une information, si vous voulez, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, va augmenter le 1er juillet. Sa revalorisation pourrait être de l'ordre de 2 à 4%, mais elle n'est pas encore fixée. Il arriverait à combien? 600 francs, je crois, à peu près. Environ. Plus de 600 francs. Plus de 600 francs. Merci. Nous passons maintenant à l'actualité politique pour parler à nouveau de l'élection législative de Nancy. Aujourd'hui, la majorité consacre en ce moment même une réunion de travail à la préparation des élections municipales du printemps prochain, de 1971. Mais il apparaît certain, évidemment, que les représentants de l'UDR, des Républicains indépendants et du Centre Démocratie et Progrès Moderne, du Centre Démocratie et Progrès, vont parler de ce premier tour de l'élection législative de Nancy, premier tour dans lequel le candidat de la majorité, M. Souchal, le candidat soutenu par la majorité, M. Souchal, a été nettement distancé par M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. À propos de cette élection, on note aujourd'hui la prise de position du candidat socialiste qui était arrivé en avant-dernière position avec 953 voix contre 522 au candidat arrivé en dernière position, M. Albrecht. Nous écoutons ce candidat socialiste qui est M. Cureau. Pour les socialistes et Gérard Cureau, le combat continue. Les résultats des élections du 21 juin ont été décevants pour le Parti socialiste, d'autant plus décevants que toute la campagne a été menée avec de faibles moyens, certes, mais honnêtement, en présentant des solutions socialistes, démocratiques, capables de résoudre les problèmes de la Lorraine et de la France, de libérer les travailleurs du pouvoir politique de l'État, de l'oppression du capital privé et de toutes les aliénations.
Les électeurs qui ont fait confiance à Gérard Curot ont compris la portée et la justesse de nos propositions. Le Parti socialiste les remercie bien sincèrement. Le combat continue. Ses amis fidèles étant des citoyens avertis, il leur appartiendra de se déterminer au second tour, dans le respect de la discipline républicaine et au mieux des intérêts des travailleurs. Donc en quelque sorte liberté de vote pour les 953 citoyens avertis qui ont voté pour M. Curot. Nous continuons à parler de cette élection législative de Nancy avec Daniel Brem qui se trouve à l'Assemblée nationale justement pour suivre cette réunion de la majorité. En a-t-on parlé, Daniel Brem? Eh bien oui, on en a même beaucoup et longuement parlé. Il s'agissait, je vous le rappelle, de la réunion du bureau politique qui se réunit tous les mardis à l'Assemblée. Si vous voulez en résumer, c'était ce qui ressortait des déclarations à la sortie était ceci: échec salutaire qui doit conduire l'UDR à serrer les rangs autour du gouvernement et à mieux définir les frontières de la majorité présidentielle. On a entendu encore, nous savons maintenant où sont nos ennemis, il n'y avait pas d'opposition, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Alors voici ce que M. Gerbaud, le porte-parole de l'UDR, a dit. Le bureau politique a examiné avec sang-froid les résultats de ce premier tour des élections de Nancy. Il a procédé à une analyse des aspects locaux de l'élection. On a beaucoup insisté sur cet aspect local. Je cite: « Dans une totale unité de vue, nous avons constaté, a dit le député de l'Indre, que cette élection était l'aboutissement d'une sensibilité locale à des problèmes locaux considérablement amplifiés par des moyens d'information et de publicité propre à M. Jean-Jacques Servan-Schreiber et à ceux qui l'ont soutenu. Cette élection révèle de la part des Nancéens une réaction, une sorte de révolte, a-t-il dit, contre l'administration et l'État en général. Le résultat de ce scrutin souligne à nouveau l'importance et l'urgence des réformes, et d'abord de la remise en chantier de la régionalisation. Réformes devant permettre que les décisions soient prises chez ceux et par ceux qui sont concernés, ce qui aurait, selon le bureau politique, évité l'aventure de l'autoroute. Cette réforme devra faire de l'État ce qu'à notre sens il doit être, a affirmé encore M. Gerbaud, c'est-à-dire l'arbitre des différents intérêts, car il s'agit de déconcentrer et non de décentraliser. Enfin, les conséquences de cette élection seront examinées au Conseil national de l'UDR, qui se tient cette fin de semaine, les 25, 26 et 27 juin, et également lors des journées parlementaires qui se tiendront en septembre, les 16, 17 et 18, à Chamonix. Enfin, M. Gerbaud a ajouté: nous ne devons ni sous-estimer ni surestimer les conséquences de ces élections pour certains, et il a souligné en conclusion la rigoureuse et totale unité du bureau du groupe et sa totale solidarité avec le gouvernement. Merci Daniel Brem. Nous passons aux nouvelles de l'étranger. Hier, un avion de la Pan American Airways, un Boeing 707, qui assurait la liaison Beyrouth-New York, a été détourné sur le Caire par un pirate de l'air albanais vivant aux États-Unis. L'équipage de l'appareil a fait escale hier soir à Orly et nous allons écouter une déclaration qu'a faite à Georges Pitouef le commandant de bord, M. Byrne. Yeah, I don't know what to tell you. It was a very unpleasant experience with his constantly threatening us with the gun. L'expérience a été très pénible. Le pirate de l'air brandissait son revolver en disant qu'il était prêt à mourir et que le sort des passagers le laissait indifférent. Au Caire, les autorités égyptiennes ont été très serviables, cordiales même. Les Égyptiens nous ont fait comprendre qu'ils regrettaient et désapprouvaient les détournements d'avions et qu'ils n'étaient pour rien, bien sûr, dans notre aventure. J'ai l'impression que le pirate, quant à lui, a été déçu. Il s'attendait à être reçu en héros, mais cela ne s'est pas du tout passé comme ça. Est-ce que le pirate vous a expliqué son geste? Oui, mais d'une façon très embrouillée, très confuse. Il parlait d'injustice, d'impérialisme. Il a dit qu'il aimait le peuple américain, mais qu'il condamnait le gouvernement des États-Unis. Tout y a passé, le Cambodge, le Vietnam. Mais il était tellement hors de lui qu'il devait aussi avoir des griefs personnels.
Ce pirate de l'air se trouve en ce moment au Caire. Il a demandé l'asile politique, mais les autorités du Caire n'ont pas encore satisfait à sa demande. Une enquête est ouverte. Toujours au Proche-Orient, mais à propos de la situation politique, des commandos héliportés, la situation politique et militaire, des commandos héliportés de l'armée israélienne ont effectué un raid en profondeur la nuit dernière sur la rive occidentale du canal de Suez. C'est ce que déclare un porte-parole de Tel Aviv. Les éléments israéliens ont bombardé au mortier un centre administratif de l'armée égyptienne. Cependant, le Caire affirme que le raid a échoué. 2 hélicoptères israéliens ont, selon cette version égyptienne, après avoir percé les premières défenses égyptiennes, été interceptés par la chasse de l'armée de l'air égyptienne et sont rentrés à leur base en Israël. Le président Nasser a décidé quant à lui de prolonger son séjour à Tripoli. Il se trouve en Libye à l'occasion du petit sommet arabe qui s'est réuni là-bas pendant 3 jours. Liesse dans les rues de Tripoli à l'occasion du départ du dernier soldat américain de la base de Wellus. Les festivités qui ont marqué cette évacuation ont été l'occasion d'un sommet arabe impromptu, sommet arabe qui pourrait avoir une grande importance, se tenant seulement quelques jours après les incidents de Jordanie. 7 chefs d'État arabes ont participé à ces entretiens, dont le chef de l'État libyen, le colonel Kadhafi, bien sûr, le colonel Nasser, le roi Hussein de Jordanie, le président Atassi pour la Syrie, le président Al-Bakr pour l'Irak et le président Elou pour le Liban. Au centre des discussions, le renforcement du front oriental, c'est-à-dire les frontières de la Syrie et de la Jordanie avec Israël, et cela afin de soulager le front de Suez. Au cours de ce sommet, il a également été question de la place de plus en plus importante que prend certaines organisations palestiniennes, comme le FPLP de M. Habash. Ces organisations ne cachent pas leur intention, si cela est nécessaire, de faire tomber les régimes arabes qui n'apportent pas un soutien total à la cause palestinienne. Le général et Madame de Gaulle ont quitté ce matin à 8h45 le refuge de Juanar, mettant ainsi un terme à leurs vacances dans le sud de l'Espagne. Le général et Madame de Gaulle se rendent en ce moment par la route à Cadix, puis ensuite à Arcos de la Frontera, à une centaine de kilomètres de Xérès. Les informations générales, de l'argent et des bijoux d'une valeur globale de 500 000 francs ont été dérobés la nuit dernière dans un appartement du boulevard Suchet à Paris. Les services de police s'attendent d'ailleurs, il faut le préciser à ce sujet, à une augmentation du nombre des cambriolages pendant les mois de vacances. Pour lutter contre la criminalité croissante, au Gabon, le Conseil des ministres du Gabon a pris une décision originale aujourd'hui. Un condamné à mort pourra être gracié et déclaré mort civile, c'est-à-dire qu'il sera détenu en un lieu gardé secret, il sera privé de tous ses droits et sera porté décédé sur les registres de l'état civil. Sa succession sera ouverte et ses héritiers hériteront. C'est le chef de l'État qui aura la possibilité de commuer la peine capitale en celle de travaux forcés à perpétuité ou alors de déclarer le condamné mort civil. Passons maintenant à l'actualité sportive, vous nous parlez de tennis. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'herbe tendre de Wimbledon ne réussit pas tellement aux joueurs français. En effet, ils étaient 8 engagés à Wimbledon, il n'en reste plus qu'un, Jean-Claude Barclay, qui a battu un autre Français, Patrick Proisy. Mais au prochain tour, Barclay tombe contre Rosewall et vraiment, c'est terminé pour lui. En tout cas, toutes les meilleures raquettes du monde sont réunies à Wimbledon. Il y a même Ulrich, le Danois, qui est très à la mode maintenant avec son style hippie. Et puis, nous allons voir maintenant l'ouverture. Au service, l'Américain Seawagen, qui rencontrait Rod Laver en ouverture de ce tournoi de Wimbledon. Rod Laver a sorti de sa raquette, voici Seawagen, il a sorti de sa raquette de gaucher quelques coups merveilleux pour ne pas décevoir les 25 000 fidèles venus assister à la partie. Mais ce premier tour ne fut qu'une formalité pour le petit Australien tenant du titre. L'affaire fut traitée en 3-7, 6-2, 6-0, 6-2. La partie dura 62 minutes seulement, le temps de renvoyer à ses études cet Américain du nom de Seawagen, professeur de tennis de son état, mais qui n'avait rien à apprendre à Monsieur Rod Laver. Bon, ici au fond du court, et c'est la balle de match. Wimbledon s'était mis en beauté pour cette première, il ne manquait pas un brin d'herbe sur les 16 courtes, ni une seule rose sur les chapeaux des ladies. On était venu chercher cette ambiance si particulière, qui fait que sans prime spéciale, sans frais de déplacement, les plus grands joueurs professionnels du monde viennent ici. Voici Arthur Ashe, autre tête de série au service. Il a battu l'anglais Stilwell en 3-7, 6-3, 6-2, 6-1. La balle de Arthur Ashe va beaucoup plus vite ici, sur le gazon, beaucoup plus vite qu'à Roland-Garros. Et cela devrait lui permettre de justifier une réputation un peu entamée récemment à Paris. Il faut dès à présent se tourner vers la suite de ce tournoi. Dès cet après-midi, quelques matchs intéressants. Tout d'abord, Tom Hawker contre Bob Hewitt. Hawker s'est blessé en faisant du ski nautique et sa saison est contrariée, mais ce match contre Hewitt va permettre de mieux le situer.
Voici Arthur Ashe qui se qualifie. Deux autres chocs très attendus, le Roumain Tiriac, qui est la terreur des arbitres, qui jouera contre l'Américain Grebner, et puis Elina Stas, le Roumain, contre l'Américain Cliff Richey, que nous avions vu en demi-finale à Roland-Garros. Boxe maintenant, cette nuit à Barcelone, José Manuel Hurtin a conservé son titre de champion d'Europe. Hurtin à gauche, c'est le brun. À droite, c'est Jürgen Blin, l'Allemand de Hambourg. Il a gagné, mais c'est l'arbitre qui l'a fait gagner. Sa décision est très contestée. Hurtin a subi notamment un double knockdown au 10e round, il est ici à terre. Et cet étrange verdict confirme un petit peu ce qu'on disait à propos de la carrière préfabriquée de Hurtin, qui est peut-être plus un souleveur de pierre qu'un véritable boxeur. Nous voudrions maintenant vous montrer un aspect du sport qui est très très émouvant. Ces jeunes gens ne courent pas après des dixièmes de seconde, ils veulent d'abord remporter des victoires sur eux-mêmes. Et il faut peut-être les admirer beaucoup plus que de véritables champions. C'est un reportage de Jean-Charles Salasque. C'est dans une atmosphère empreinte d'émotion et de joie que se sont déroulés les premiers Jeux olympiques spéciaux pour déficients mentaux. Une foule de supporters composée de parents, d'éducateurs, mais aussi d'amis était venue encourager ces jeunes sportifs. Monsieur Doublet, préfet de la région parisienne, représentait mademoiselle Dieneige, secrétaire d'État à la réadaptation. Alain Mimoun, champion olympique du marathon, avait tenu à apporter son témoignage d'amitié. La torche fut emportée ensuite devant la vasque où la flamme brûla tout au long des Olympiades. C'est avec une véritable conscience professionnelle qu'ils ont participé à ces Jeux malgré les faibles moyens dont ils disposent. Le 50 mètres, le 100 mètres, le saut en longueur et le saut en hauteur ont été les principales disciplines sportives abordées dans cette compétition. Une compétition qui n'avait rien à envier aux autres. Encourageant aussi les médailles olympiques décernées aux champions par Mme Coonan, représentant Mme Shriver-Kennedy. Suprême récompense, les Jeux olympiques spéciaux internationaux qui se dérouleront à Chicago le 13 et le 14 août. 3 jeunes sportifs sélectionnés au cours de cette manifestation s'envoleront pour les États-Unis. L'échec, qui est le lot quotidien de ces enfants, vient d'être vaincu. Tu as été content de gagner? Ta maman est là? Ouais, là. Où elle se trouve? Là. Elle se trouve là-bas, hein? Ouais, là-haut. Ben, tu vas la rejoindre, hein? Tu vas lui dire que tu as gagné. Oui, cahier. Elle va la voir. Hein? Va la voir. Viens, papa, Christian, viens. Vous êtes la première, vous êtes contente d'être la première? Oui. Vous êtes entraînée pour ça? Oui. Où ça? À l'école. Quel âge vous avez? 20 ans. Et c'est la première fois que vous courez? Oui. Qu'est-ce que vous faites encore comme autre sport que la course? Le lancer de balle. Lancer de balle. Et puis la natation. Oui. Puis le saut, puis le saut en longueur. Pour l'ensemble des parents, est-ce que vous pensez que c'est quand même réconfortant et très réconfortant? Oui, c'est d'abord réconfortant d'abord pour les parents de voir tous leurs enfants ensemble, de voir leurs enfants agir exactement comme les autres. Et disons, dans des épreuves qui sont aussi sérieusement faites que les autres. Et si vous voulez, les parents finissent dans une réunion comme celle-ci à oublier leur complexe vis-à-vis de leur enfant. Et ça, c'est énorme. Quand ils vont rentrer chez eux, ils vont certainement se sentir réconfortés. Nous avons demandé à M. Carrère, directeur des Jeux, quel était l'intérêt de ces Olympiades. Eh bien, l'olympisme, pour eux, ce n'est pas une virtualité, c'est une chose qu'ils connaissent très bien. C'est un monde qu'ils connaissent très bien, mais dans lequel ils n'avaient pas accès. Et précisément, eh bien, en leur donnant accès dans ce monde, c'est une manière de diminuer en quelque sorte l'aliénation où ils se trouvent, en leur donnant la possibilité de remplir cette devise pour nous bien simple, qui est de faire comme les autres. C'est un encouragement? C'est un encouragement pour les élèves. C'est plus qu'un encouragement. Je crois que c'est un but. Pierre Darmon et John Conrad, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir ce que vous pensiez en tant que sportif de cette compétition des Jeux olympiques spéciaux pour handicapés. Je crois que pour ceux qui ont pu voir tout à l'heure et assister à ces épreuves, je crois que là encore le sport est une école merveilleuse et on a pu voir ces jeunes se donner. Et non seulement ça, quand on a pu parler un peu avec eux, la préparation et l'application qu'ils avaient entrepris pour venir participer à cette compétition est quelque chose de merveilleux et le mérite qu'ils ont à faire les résultats qu'ils ont fait est certainement quelque chose de passionnant.
John Conrad. Du point de vue de la natation, par exemple, il est évident que ces enfants peuvent nager aussi bien que les enfants, n'importe où, n'importe quand. Et moi, je m'occupe maintenant d'essayer de former l'encadrement pour apprendre ces enfants à nager. Et c'est vraiment quelque chose de... c'est un travail très agréable parce que finalement on voit tout de suite les résultats. Nous passons maintenant à la partie magazine de cette émission avec Marie-France Guérité. Oui, vous savez qu'on a coutume de dire que les Parisiens ne connaissent pas très bien Paris, je ne sais pas si c'est vrai, mais certainement vrai. Dernièrement, ils ont eu l'occasion de découvrir un coin pittoresque de Paris, les Parisiens et les touristes qui viennent de plus en plus nombreux, c'est le canal Saint-Martin. Pour la première fois depuis son existence, le canal Saint-Martin a vu passer sous ses voûtes et entre ses écluses des touristes parisiens. De la Bastille à la Villette, les amoureux du Paris pittoresque ont rêvé pour une journée qu'ils étaient mariniers. Peut-être pour une seule journée d'ailleurs, puisque l'existence du canal est menacée. Il est en effet question de le remplacer par un axe autoroutier nord-sud. C'est un Paris méconnu, le Paris d'il y a 160 ans, le Paris des écluses et des poètes, que vont redécouvrir grâce à ces croisières les touristes de la capitale. La construction du canal Saint-Martin a été décidée le 27 juillet 1808. Son emploi, établir une liaison plus rapide entre la haute et la basse Seine, la liaison sur la Seine elle-même étant plus lente. Le canal mesure 4553 mètres de long, sur lesquels s'étalent 11 écluses. Les écluses, les ponts tournants sous les arbres centenaires font du canal Saint-Martin un lieu de souvenirs. Des souvenirs de la belle époque, celle des boulevards Jules Ferry ou Richard Lenoir, qui proposaient aux badauds leur folklore et leurs couleurs. Le canal Saint-Martin, c'est le va-et-vient des péniches, leur chargement et leur déchargement. C'est aussi l'hôtel du Nord au coin de la rue Ricollet et du quai de Gemmap. Avec Macorlan, Francis Carco, Marcel Carnet et ses chanteurs des rues, il a conquis ses lettres de noblesse littéraires et musicales. Il fait beau, les oiseaux de Paris filent le chant à ciel, aux quatre coins de la ville on portait la nouvelle. Il fait beau, de la muette à Pigalle on se l'est répété, une bonne nouvelle vraie, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau, et tout Paris bientôt fredonne obstinément, ce refrain de trois mots, monotone et charmant. Il fait beau, tout le monde est content. Oui, tout le monde est content de cette première croisière touristique sur le canal Saint-Martin. Ce ne sera pas la dernière. Elle n'avait qu'un but, celui de redorer le blason d'un lieu calme et paisible dont les Parisiens ne profitent pas assez et qui sera peut-être bientôt détruit. D'ailleurs, je crois que si on devait faire le cours de tous les endroits sympathiques de Paris qui doivent être détruits, on pourrait y consacrer 150 émissions. C'est Jean-Pierre Delgado qui nous conduisait dans cette promenade. Et maintenant, un nouveau chapitre de la chronique juridique, avec aujourd'hui l'évocation d'un problème, la recherche en paternité. Christiane Delacroix. Lorsque je vous ai demandé de traiter dans le cadre de nos rubriques juridiques une question ayant trait aux vacances, aux beaux jours, comme les locations de vacances par exemple, vous m'avez répondu mi-sourire, mi-sérieux d'ailleurs, et pourquoi pas les recherches de paternité. Et au fait, pourquoi pas? Effectivement, mon Dieu, je crois que ça fait partie des éventualités. Les enfants peuvent être des accidents de vacances. Alors, je crois qu'il y a deux hypothèses. Ou nos touristes restent en France, ou ils vont à l'étranger. Je pense notamment aux pays scandinaves, où alors là, vous savez, ça, je crois qu'il faut avertir les touristes qui doivent être extrêmement prudents, parce que la loi est très favorable aux jeunes filles, leur permet très facilement les recherches de paternité, et ça, je crois qu'il est bon de le savoir.
Et bien alors, en France, je crois qu'il y a 5 ans en tout et pour tout, hein, pour intenter une action. Oui, en France, alors là, c'est très limité, et je vous indique très succinctement les hypothèses dans lesquelles une jeune fille peut intenter une action en recherche de paternité. Le premier cas, c'est lorsqu'elle a fait l'objet d'un viol ou d'un enlèvement. Alors je vous indique tout de suite qu'en ce qui concerne les enlèvements, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Vous savez, en dehors des opérettes, je crois qu'il y a peut-être quelques jeunes filles qui s'en plaindront, mais on n'enlève plus beaucoup, ça c'est une constatation. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui, alors là, est beaucoup plus fréquente. C'est celle où la jeune fille fait l'objet d'un abus d'autorité ou d'une promesse de mariage. C'est ce que les juristes appellent les manœuvres de l'OSI. Oui. Il y a la preuve évidente par les lettres. Oui, c'est une troisième hypothèse. Lorsque le garçon commet l'imprudence, car au fond c'en est une, c'est une deuxième imprudence. Lorsqu'il écrit à la jeune fille qu'il reconnaît formellement qu'il est le père de l'enfant. Lorsque la jeune fille a vécu d'abord en concubinage avec le père présumé de l'enfant. Lorsqu'ils ont vécu en concubinage au moment de la conception, de la période de la conception de l'enfant. Et puis alors, dernier cas, lorsque le père a participé volontairement à l'entretien de l'enfant en versant par exemple une pension alimentaire à la mère de l'enfant. Mais le père présumé peut se défendre avec des fins de non-recevoir notamment. Bien entendu, il peut s'opposer à l'action qui est introduite contre lui, en prouvant par exemple que la jeune fille était d'une inconduite notoire à l'époque où l'enfant a été conçu. Oui. Il peut également essayer de prouver, alors ça c'est l'hypothèse la plus triste, tout au moins pour le présumé père, il peut essayer de prouver qu'il était dans l'impossibilité matérielle ou dans l'impossibilité physique, c'est ça l'hypothèse triste, d'être le père de l'enfant à l'époque de la conception. Et puis alors, troisième moyen de défense, c'est l'examen du sang. Il existe des délais pour engager une action en recherche de paternité. Oui, absolument. Et ce sont des délais extrêmement importants et que tout le monde devrait connaître. La mère de l'enfant a 2 ans à compter du jour de l'accouchement pour introduire une action contre le père présumé. Et si jamais elle a omis d'intenter cette action, l'enfant lui-même peut agir dans l'année qui suit sa majorité. Quels sont les droits de l'enfant reconnu ? Eh bien, cet enfant, bien entendu, peut demander une pension alimentaire à son père. Enfin, c'est-à-dire que c'est la mère de l'enfant qui demandera la pension pendant la minorité de l'enfant. Une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins. Qui aura donc autorité sur l'enfant reconnu du père ou de la mère? Eh bien, l'autorité parentale, puisque l'autorité parentale appartient, dans notre hypothèse, à la mère de famille, puisque c'est la mère qui a reconnu l'enfant. Surtout depuis le nouveau texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, c'est la mère qui détient la puissance parentale sur l'enfant naturel, tout au moins lorsqu'elle l'a reconnu la première, et même maintenant lorsque le père et la mère l'ont reconnu en même temps. Alors c'est une excellente chose maintenant pour les mères naturelles, mais au fond c'est peut-être une nouvelle triste pour les fils-pères, parce qu'au fond ça doit quand même exister. C'est Gérard Vidalange maintenant qui nous attend pour les cours de la bourse.